Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, comme vous le connaissez déjà, je vous le représente pas, mais nous sommes avec Éric Zurcher et pour la énième fois, je voulais vous parler de son livre sur lequel il a beaucoup travaillé ces derniers temps et qui s'appelle Les apparitions d'humanoïdes. C'est une réédition, on va dire c'est un collector. Et nous étions en train d'en parler alors que malheureusement le flux ne marchait pas, donc on va reprendre un tout petit peu depuis le début. Eric, merci pour ta patience parce que là franchement c'était un peu compliqué à mettre en route. Mais là ça y est, cette fois-ci on peut présenter ce livre, on peut le montrer et on peut en parler parce que c'est un livre qui va faire date dans l'ufologie. Alors c'est un livre qui date que j'ai écrit en 1977-78. Donc il y a 42 ans au moins, c'est un peu une œuvre de jeunesse. Ça a été la première étude statistique et un peu poussée sur les apparitions d'humanoïdes, comme je les appelle familièrement, en France, je précise bien. Donc les RR3 françaises, il y en avait environ 200 à l'époque, et le livre est fondé là-dessus. C'est d'abord une analyse statistique, ensuite une analyse qui tient compte de l'ère du temps à l'époque. Et je me suis aperçu en le relisant, j'avais même oublié certains détails importants, mais qui n'avaient pas trop pris un coup de vieux finalement. Beaucoup de problématiques qui sont là aujourd'hui sont déjà présentes dans ce livre. Certains me l'avaient dit, mais bon, c'est pas tout à fait faux. Alors, il faut simplement comprendre que le livre avait été fait à une époque où la micro-informatique n'existait pas. Donc, comme il y a beaucoup de graphiques et de tableaux, tout était fait à la main. Et c'était plus conforme aux éditions, à l'édition d'aujourd'hui. Donc j'ai dû refaire tout ça effectivement. Les dessins n'étaient pas très bien sortis, même à l'époque, ça aurait été encore pire aujourd'hui. Donc j'ai refait les dessins aussi. Et j'ai revu également la syntaxe parce que honnêtement, c'était pas terrible. Donc voilà, le livre et j'ai fait un dessin pour la page de couverture qui a été acceptée finalement. Donc ça lui donne un petit côté rétro, mais qui va bien avec ce que tu appelles le collector. Oui. Donc voilà. Beaucoup de gens le recherchaient, il était épuisé, il était à des prix, bon, c'était un peu fantasmatique sur le net. En plus, l'édition d'époque n'était pas très bonne. Là, elle est de bien meilleure qualité. Donc voilà, ceux qui voulaient absolument ce livre pourront se le procurer. Et j'ai fait aussi, je le précise, une préface de 40-45 pages à peu près, une surpréface, de façon à remettre le livre dans son contexte et expliquer certaines choses par rapport à cette époque. Voilà. Mais autrement, le livre baigne dans son jus de l'époque, faut bien le dire. Voilà. Voilà, donc c'est une réédition actualisée. Oui. Et on rappelle simplement que la page de couverture, c'est le célèbre cadre de Valençol. Voilà. Voilà. J'étais en train juste de constater un tout petit décalage. J'espère que ça va quand même. Je marque une toute petite pause pour demander encore à toutes les personnes qui sont connectées si ça va pour vous. J'ai l'impression que ça va, donc on va pouvoir continuer. Voilà, je vois c'est positif, hein, les retours sont positifs, ça fait plaisir. Merci à tous, merci à tous. Voilà, donc pour revenir sur ce livre, donc voilà, c'est toute une ancienne édition brassée et réactualisée. Oui. Et ce qui est important, c'est d'écouter, enfin de lire ce qui se passe au niveau de la préface, qui va nous refaire un petit historique de l'ufologie, on va dire, depuis le début, en plusieurs phases. Donc on a noté un certain nombre de phases. La première, qui date des années déjà... Au début, enfin, on va dire qu'on se place un peu au début 1925, on va dire que c'est les débuts de l'ufologie française. Et petit à petit, on passe de phase en phase, on arrive à la réalité actuelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ceci correspond à une problématique qui est finalement, qui n'est pas simple, mais la question est facile à poser. Quand est-ce que commence cette histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ufologie? On peut constater que dans le milieu ufologique, enfin, au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressent à ça, il y a en gros deux courants. Il y a un courant qui est classique
et qui vient de l'organisation progressive des mouvements ufologiques à partir des années 50-60, qui considère que l'ufologie est un phénomène contemporain. C'est-à-dire, je m'explique, j'entends ce terme au sens historique. Je rappelle qu'en histoire, la période contemporaine va de 1800 à nos jours. Voilà. Et puis, ce courant donc classique, qui est sans doute majoritaire, considère que nous avons des dizaines, des centaines de milliers de témoignages, et que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est des témoignages dont beaucoup de témoins sont encore ici, sont encore vivants. C'est un phénomène vivant, et donc il est impératif de travailler là-dessus. Bon, je ne cache pas que j'appartiens quand même plutôt à ce courant, hein, personnellement. C'est un courant très pragmatique, hein, finalement. Et il existe un second courant qui est plus récent, qui date du début des années 60, où on va s'intéresser plutôt à des phénomènes bien plus anciens, en mélangeant en fait beaucoup de choses. Et ça correspond à un mouvement littéraire, je ne vais pas m'attarder dessus, mais qui est typique des années 60, début 70. Donc, j'appartiens plutôt, comme je l'ai dit, au premier courant, hein, sans rejeter l'autre, parce que j'ai beaucoup travaillé au-dessus quand j'étais plus jeune et je le connais bien. Mais c'est d'abord ce premier courant qui m'importe, moi. Alors, je vais donner mon avis, hein, rapidement. Pour moi, le phénomène OVNI est consubstantiel à la révolution industrielle, c'est-à-dire au 19e siècle. Quand elle commence à prendre son essor, à partir de 1850 à peu près, dans les pays européens, plutôt à l'ouest, et en Amérique du Nord, elle va se propager à toute vitesse pendant toute la deuxième partie du 19e siècle, pardon, et c'est précisément à ce moment-là que, vers la fin du 19e siècle, qu'on commence à parler, certains astronomes commencent à parler de lumières bizarres dans le ciel, qui se produisent proches du sol, avec des comportements un peu aberrants. On voit un tas de phénomènes, on peut penser à Charles Fort, par exemple, qui va recenser beaucoup de phénomènes. Et évidemment, il y a cette fameuse vague, quoi qu'on en pense, de ce qu'on a appelé les dirigeables fantômes ou les airships, qui se produisent tout à la fin du siècle. Voilà. On peut dire que là, il y a quelque chose qui se passe et ça commence comme ça. Alors après, si on en vient aux apparitions au RR3, aux apparitions d'humanoïdes, le premier cas en France que j'ai retrouvé, c'est mon ami Jean Giraud qui l'avait trouvé dans la Creuse. Il date de 1906. Ah oui, quand même. Voilà, il date de 1906, mais je précise que c'est un cas sans observation d'objets d'OVNI associés. D'accord. Donc attention quand même. Et on observe, alors ce que je dis c'est par rapport à la documentation dont on dispose, hein, bien sûr, on observe que les choses commencent à se mettre en place autour de 1925, effectivement, et elles vont continuer comme ça selon des caractéristiques particulières, à bas bruit, il n'y en a pas beaucoup, et évidemment en dehors de tout cadre cognitif, puisque à l'époque, tous les termes qu'on emploie couramment aujourd'hui n'existaient pas. Hein. Donc on a à peu près un cas ou deux qui apparaissent chaque année, et ça va être comme ça jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ces cas sont d'ailleurs très intéressants. Hein. C'est intéressant de reprendre l'expression à bas bruit, oui, et en dehors de tout cadre cognitif. Oui, c'est ce qui caractérise ce que j'appelle par commodité hein, la phase d'imprégnation. La première phase, tout à fait. Oui, la phase d'imprégnation, c'est ça. Cette phase va prendre fin tout doucement, on peut dire vers 43-44 en zone occupée pour l'Europe, et peut-être même un peu plus tardivement, jusqu'à Kenneth Arnold, disons, hein, voilà. Donc jusqu'à mai 47. Voilà. Cette première phase, je sais que par expérience qu'elle intéresse beaucoup les ufologues parce que justement c'est une période pré-arnoldienne. Donc il n'y a pas tous les concepts qu'on emploie aujourd'hui. Certains disent les cas sont purs, entre guillemets. Oui, c'était pas court-circuité par tout ce qui se passe maintenant. C'est ça, par le côté médiatique et tout. D'ailleurs, très souvent, les témoins n'ont pas parlé. Moi, j'ai enquêté sur un ou deux cas, j'ai eu la chance d'en trouver, et les témoins n'ont jamais parlé avant les années 50. Hein. C'est pendant les années 50, quand l'ufologie avait commencé, on n'appelait pas ça comme ça, mais peu importe, a commencé à s'installer dans le paysage, qu'ils se sont dit, mais attends, ce que j'ai vu, ce serait pas un peu lié à ça, quoi. Parce qu'avant, soit ils savaient qu'ils avaient vu quelque chose d'extraordinaire, mais ils ne le comprenaient pas, ils se taisaient,
soit ils l'ont interprété dans le cadre de ce que leur culture pouvait leur suggérer. Ce qui revient à dire que dans les pays de tradition catholique, ça a souvent été interprété d'une façon religieuse. Dans un axe plus nordique et scandinave, c'était plutôt folklorique. En Angleterre, on a parlé de fantômes, par exemple. Voilà, les gens ont expliqué selon ce qu'ils pouvaient. Et on parlait sur le tard. Mais il y a un revers de la médaille. Il n'existait pas de mouvement ufologique, donc ces cas ne sont pas très bien enquêtés, finalement. Voilà, il y avait pas de repère. Un exemple, il y a un cas en Pologne qui se déroule vers 1925. Le témoin, qui était une jeune femme à l'époque, a parlé dans les années 90 à Varsovie à un ufologue polonais qu'elle avait rencontré par hasard. Elle avait 90 ans et elle n'avait jamais rien dit de toute sa vie. Oui. Voilà, ça cible bien ce genre de contexte, de cas. Ça cible aussi le fait que les gens sont un peu décontenancés et savent pas à quoi se référer. Et souvent, on n'ose pas, on a peur du ridicule. C'est ce qu'on dit souvent au repas ufologique, aux personnes qui viennent pour la première fois et qui ont peut-être fait des observations. On leur dit, osez en parler, il y a des associations. Bien souvent, les gens ne le savent même pas. Encore maintenant. Et j'imagine à l'époque, c'était complètement inconnu. Parce qu'ils en ont parlé un peu dans leur famille. Mais vu le résultat... C'était mal reçu. C'était mal reçu. Mal reçu, bien sûr. Et donc, ils ont préféré se taire. Et voilà. Puis, le commun finit par engloutir ça. Puis des fois, à l'occasion de quelque chose, on se souvient, ah, tiens, moi j'ai vu un truc. Avec un ami, là, on a enquêté un cas, pas ouï dire, mais c'était un cas extraordinaire qui s'est déroulé vers 1935. Et cette dame n'en avait jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. Et elle a vu quelque chose quand même... quand on le relie à l'histoire, qu'on connaît un petit peu l'histoire de tout ça, elle a vu quelque chose de très extraordinaire, qui ne serait peut-être pas mieux reçu aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Donc, oui. Voilà, il faut prendre en compte tout ça. À se demander si soi-même on y croit. On se dit, mais j'ai dû halluciner, ou oui, c'est pas possible, ou voilà. Oui, il m'est arrivé de voir des gens qui m'ont dit... il y a des réactions très, très spéciales. Hein. Tu vois un peu de tout dans les réactions. Je sais que dernièrement, il y a eu une RR3 en France, et le patriarche, donc, parce que c'est toute la famille qui a fait l'observation, a interdit à tout le monde d'en parler. Et il a dit, on a dû rêver parce que ça n'existe pas. Voilà, ça ne correspond à rien qu'on connaisse. C'est ça qui sort du cadre cognitif, on ne connaît pas, on peut pas, le cerveau bug un peu quelque part. Oui. Alors il vaut mieux ne pas en parler. Il vaut mieux, voilà. Mais pourtant, ici, on est là pour en parler. Justement, on va en parler. Sûr. Et plus tu as une position prédominante socialement dans la société, moins tu vas en parler. Oui. C'est logique. Mais voilà. Statistiquement, on le sait, hein, aujourd'hui, il y a à peu près 1 cas sur 10 qui arrive à notre entendement dans ces histoires de rencontres rapprochées. Hein. 1 cas sur 10. 1 cas sur 10. Oui. Qui est dévoilé, on va dire. Sinon, voilà. Oui, sinon, tout le reste c'est secret, ce sont des choses de l'expérience intime. Voilà, ça se sait pas. Donc, on imagine déjà, quand on a lu tes livres, quand on a déjà répertorié un certain nombre de cas, et en plus, dans les livres que j'ai, moi j'en ai 2, hein, celui-là, je ne l'ai pas encore reçu. J'ai celui-ci. Oui, qui est important. Voilà, et une référence, et celui-ci qui est un peu plus rare, donc merci Eric, parce que j'ai de la chance de l'avoir. Il a été publié au Québec, il est quasiment épuisé pour l'instant, je crois, il est parti très vite. Voilà, et le nouveau, on voit déjà que là, même si les cas sont quand même triés sur le volet, on en a pas mal. Oui, mais il y a quand même des failles, parce que justement, moi je voulais pas faire à l'époque une étude sur 50 cas, si tu veux. Je voulais ce qu'il y avait. Alors j'en ai éliminé certains, c'est sûr, mais dans la liste, là, il y a certainement des cas que l'on pourrait éliminer aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas... j'ai été beaucoup plus strict pour les apparitions mondiales d'humanoïdes, qui est paru il y a 1 an et demi. Pourquoi ? Voilà, parce que j'avais, oui, voilà. Là j'avais le choix dans 7000 cas. Le catalogue Rosales. Et c'est 1 sur 10. Donc on peut en rajouter quelques-uns sur la réalité, parce que dans la réalité, il se passe des choses. On va pas nier qu'on a. C'est très complexe. C'est très complexe parce que quand je dis 7000 cas, c'est 7000 cas dans le catalogue Rosales sur 17 000 notifications quand même, il faut le savoir. Et ces 7000 cas,
ne sont pas tous recevables. Donc la question, elle est à combien tu estimes qui est recevable? Et ça, c'est une question très arbitraire, même avec la meilleure volonté du monde, tout simplement parce que tu n'avais pas les moyens et que tu n'y étais pas, et que tu ne peux pas tout connaître. Donc, tu as des protocoles. Moi, je pense qu'il y a à peu près 2000 cas valables là-dedans. Mais 2000 cas valables multipliés par 10, ça fait quand même 20 000 cas. Mais ne serait-ce qu'il n'y en aurait qu'un seul. Oui, Eric, il n'y en aurait qu'un seul. Un seul qui serait avéré, éprouvé, indéniable. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on devient? Parce que là, on est dans un contexte déjà un peu différent, parce que tout ce qui nous arrive en ce moment, on peut imaginer déjà le niveau d'angoisse de la population. Oui. Imagine qu'il y ait un seul cas. Oui, qui soit reconnu. Qui soit reconnu. Pas par les systèmes, pas par nous. À la vitesse où va l'information. Oui. Imaginons, nous, dans ce cas, j'ai envie de nous mettre dans une situation improbable. Bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est irrecevable. C'est très simple. Il y en a des cas qui sont recevables. La Colle-sur-Loup est un cas plus que recevable. C'est pas pour rien que le dossier n'est pas accessible aujourd'hui. Oui, parlons-en du cas de la Colle-sur-Loup. Parlons-en. Oui. Donc il est recevable, plus que recevable même. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit recevable par le système scientifique parce qu'ils se masqueront toujours derrière un prétexte pour ne pas le recevoir. Donc ils font comme ça depuis le début et il n'y a aucune raison que ça change. Ils ont leurs raisons aussi. Hein. Ils n'ont pas que de mauvaises raisons. Moi, je vais t'en donner une de raison à laquelle on ne pense jamais. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? On est face à une hyperphysique. C'est une proposition que tout le monde acceptera assez facilement. Hein. On est face à une hyperphysique. Mais une hyperphysique, c'est aussi une métaphysique. Ça veut dire, au sens étymologique, quelque chose qui est au-delà de notre propre physique. D'où le fait que le phénomène ovni viole toutes nos lois physiques. Mais ça touche à l'ontologie, c'est-à-dire à la nature de la réalité. Ça veut dire que le paradigme, le système de représentation du monde sur lequel on fonctionne, avec un truc comme ça, il pourrait être remis en cause, il pourrait s'effondrer. Et tu vas le remplacer par quoi? Voilà. La question est là, c'est que... On fonctionne tous dessus. Toi, moi, tout le monde fonctionne sur ce paradigme. Ça remet en cause. Plus ou moins, bien sûr. Mais voilà, si tout s'effondre demain, il a fallu 500 ans pour le construire en vérifiant à peu près chaque étape. Si demain ça s'effondre, on le remplace par quoi? Voilà, ça demande une modification profonde déjà de notre manière de penser, oui, de notre manière d'exister et de notre manière de partager l'espace. C'est ça, c'est pour ça que ça n'arrivera pas. C'est pour ça que pour l'instant c'est... Non, pas d'un coup. C'est intime, on va dire que ça va rester dans la sphère privée. Oui. Bon. Oui. Mais on sait que même si c'est dans la sphère privée, il y a des choses qui se passent. On est bien d'accord. Il y a des choses qui se passent avec peut-être un effet... parce que si un témoin sur 10 parle, on sait, sur les 80 ans écoulés, qu'il y a un impact au-delà dans la sociologie. Les sociétés sont perméables à ça. Oui. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent à ces cas de RR3, alors que dans les années 50-60, on ne voulait même pas en entendre parler. Et ceci a pénétré la société très progressivement, à bas bruit, là aussi. Et c'est ce témoin sur 10 qui a parlé qui fait que son cas a été reproduit, enfin a été divulgué dans des livres, dans des revues, dans le bouche à oreille des fois aussi. Voilà. Et donc ça a imprégné la société. Et donc tu as une petite partie de la société qui est devenue plus réceptive. Et ce côté plus récepteur, c'est peut-être un peu le cadre d'une évolution aussi. On peut le voir comme ça. Voilà, on va dire qu'on commence à en parler un petit peu. D'ailleurs, au repas ufologique, c'est ce qu'on fait. On commence à en parler un petit peu. Même si on ne fait qu'en parler, on n'a pas la clé du mystère, mais bon, déjà en parler, c'est beaucoup. D'ailleurs, maintenant, on passe, j'ai l'impression que de la RR3, on est déjà en train de passer à la RR4. dans ce qui est actuel. Il y a des choses très, très compliquées en ufologie. Alors moi, je me suis plutôt spécialisé pour des raisons très précises qui étaient stratégiques au départ et puis qui tenaient à mes discussions avec Aimé Michel. Je me suis plutôt spécialisé sur les rencontres rapprochées de type 1, 2, 3 parce que je considérais que ces cas avaient une particularité, ils étaient vecteurs d'information. Oui. Voilà. Et l'ufologie, ce n'est rien d'autre à 95 ou 16 ou 17% que de l'information, c'est de la sémantique, c'est du témoignage humain. Et tu as 2-3%
et que tout le monde connaît, hein, qui concernent des éco-radars, des traces au sol, parfois de micro-échantillons retrouvés. Ça, c'est des éléments plus objectifs, mais c'est 3% du phénomène total. Le véritable corpus majoritaire de l'ufologie, c'est du témoignage humain, c'est de l'information. Donc, je veux dire, un gamin pourrait comprendre ce qu'il faut faire. Hein. Il faut absolument mettre tous nos soins sur le recueil de cette information, la sérier, et ensuite l'analyser, tout simplement. Parce que ça peut nous donner des directions, des pistes très très importantes. Ça, c'est dans le cadre de ce que j'appelle la recherche en ufologie. Et je pense, alors c'est très embêtant à faire, ça demande du temps, c'est parfois décourageant, ça demande beaucoup de travail, mais il faut le faire. C'est ce parce que personne ne le fera à notre place. Voilà, c'est ce que tu appelles la cuisine, en fait, c'est ta méthode d'investigation. Oui, celui qui est passé dans la cuisine, il n'en ressortira jamais le même que quand il est rentré, ça c'est certain. Parce que là tu n'es pas dans le bouquin ou dans la revue ou dans le blablabla. Tu es en prise avec la réalité des choses quand tu veux faire une étude sur un sujet donné. Et ça, tu tombes des fois de haut, hein, crois-moi. Oui, ouais, j'imagine. J'imagine tout ce qu'il doit savoir. Donc, un cas sur 10, et nous, en simple public, c'est même pas 0,1 cas sur 10, on a 0,001 cas sur 10. Ben ça dépend de tes lectures et ton travail. Oui. Si tu travailles les dossiers, que tu lis beaucoup, il existe 650 livres en français sur les ovnis et des milliers dans le monde. Donc, si tu travailles et que tu prends des notes, c'est sûr que tu vas finir par acquérir une connaissance redoutable. Hein. C'est à la portée de tout le monde, mais il faut le faire. Voilà, ça demande quand même du travail. Ça demande de se pencher sur le sujet. Ah oui. Et il y a tellement... Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de... Comment savoir reconnaître ce qui est sérieux et ce qui l'est moins, voir ce qui ne l'est pas du tout? Alors ça, tu poses une question, là, bon, c'est très technique, c'est le propre de la cuisine, chacun a ses recettes. Bon, il y a des recettes que tout le monde peut comprendre. Hein. Il faut d'abord qu'il y ait une enquête, voilà. Parce que sinon, voilà. Et surtout, il faut pouvoir tracer les sources. Tu apprends presque plus en traçant les sources qu'autrement. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est pas pour rien qu'en histoire, c'est une fonction méthodologique de base. Hein. Moi, je peux te dire, il existe une dizaine de catalogues dans le monde sur ces histoires, plus ou moins grands. Hein. Le plus connu est le catalogue d'Alberto Rosales, 17 000 cas. Bon, déjà, il y en a 10 000 qui ne concernent pas l'ufologie. C'est tout ce que tu veux, sauf de l'ufologie. Donc, tu vires. Mais il faut les lire en anglais. Oui, voilà. Il reste à peu près 7 000 cas. Mais mettons-nous à la place de quelqu'un comme tout un chacun. Comment on va tracer les sources? On n'a pas tous ces outils-là, nous. Comment on peut savoir? On est noyé dans un flot d'informations, on en a tellement. Comment une personne lambda, enfin je parle de moi parce que je fais des recherches, mais comment peut-on vraiment tracer des sources, nous? C'est une question d'expérience. À force de lire, tu te fais une idée, tu vois les choses, tu discutes, ça prend du temps, c'est sûr, et tu finis par connaître ton monde. Oui. Et quand tu vois certaines sources, tu vas voir, le mécanisme se met en place tout seul, tu vas dire, oh là, oh là, oh là, là c'est une secte. Ça c'est une secte. Donc, comment on les reconnaît? Quels sont les critères? Ah ben, tu connais, quand ça vient de Sicile, on le ressent. Siracusa, les années 70, tu sais que c'est une secte. Et qu'ils ont monté des cas pour faire marcher la secte. Donc ça, tu le sais. Donc déjà, tu élimines. Et il y en a beaucoup d'histoires comme ça. Oui, il ne faut pas se laisser prendre, mais bon, il y en a qui sont quand même assez... c'est assez sournois, et j'ai peur qu'on n'arrive pas à reconnaître tout de suite et de se laisser entraîner dans des mouvements. En fait, l'idée, c'est de faire partie de rien et de travailler seul. Oui, mais ça suffit pas. Il faut bien connaître les choses, le milieu, qui fait quoi, qui a dit quoi, et c'est tout ça. Et c'est vrai que la cuisine, c'est pas facile. J'en ai connu beaucoup qui sont allés, qui ont dit, ben c'est un processus normal, surtout à une certaine époque. Les gens disaient, bon, moi je suis médecin, par exemple. J'ai une spécialité, je suis médecin. Le phénomène ovni m'intéresse, je vais faire une étude sur les cas où il y a des incidents psychosomatiques, somatiques, psychologiques sur les témoins. D'accord. Et comment tu fais un truc comme ça? Ben, tu commences par passer beaucoup de temps à chercher des cas, parce que tu veux un échantillonnage relativement étendu sur le sujet sur lequel tu vas travailler. Donc tout ça prend beaucoup de temps,
et tu vas serrer automatiquement l'information, et ça s'apprend dans la cuisine. Tu apprends à faire la différence entre une enquête qui est là réellement accessible au niveau d'un dossier, et puis des racontards qui t'arrivent de Russie, où tu comprends vite que ce sont des histoires inventées par des scrivaillons pour faire marcher des revues, par exemple. Oui. Voilà. Ça, tu apprends à le repérer. Un exemple que je donne souvent, qui choque beaucoup ceux qui m'écoutent, hein. Quand tu fais le catalogue Rosales, les 17 000 cas, tu t'aperçois qu'il y a à peu près 200 histoires de crash dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. 200. Hein, on est loin de... Bon. Et quand tu traces les sources, tu t'aperçois déjà que dans 8 cas sur 10, c'est la même personne. D'accord. C'est pas un Français, hein. Je te dis tout de suite, c'est pas un Français. Autrement dit, c'est son fonds de commerce. Donc, attention. Donc là, il faut déjà, oui, là où on se dit, bon, il y a anguille sous roche. Voilà. Alors, dès qu'il y a anguille sous roche, tu juges les choses. Il y a une part qui est subjective, évidemment. Tu juges les choses avec ton expérience et tu dis là, non. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux que ton échantillonnage, que tu aies relativement confiance dans cet échantillonnage. Parce que sinon, tous tes travaux, tes analyses et tout, ça ne vaudra rien. D'accord. Voilà. Donc il faut essayer de limiter, et c'est le gros problème. Le gros problème, c'est pas de faire des analyses ou de faire des statistiques, ça va assez vite. Le gros problème, c'est de mettre en place les éléments qui te permettent de serrer l'échantillonnage. Dans la recherche, je parle. Après, si tu t'occupes pas de ça, tu n'as pas à te prendre avec ça. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui ont arrêté à cause de ça. Oui, parce que ça peut tout abandonner. Ça peut paraître un peu... c'est fastidieux. Je peux pas. Je peux pas, j'ai pas confiance, je peux pas. C'est là que tu vois les choses. On n'est pas dans des bouquins ni dans des revues, là. Parce que qu'est-ce que tu vas faire dans la cuisine? Tu vas contacter d'autres ufologues dans le monde et leur dire, tiens, ce cas-là m'intéresse, qu'est-ce que tu peux me dire dessus puisque c'est ton pays ou peut-être que tu as participé? Et tu as une réponse. Alors cette réponse peut venir étoffer ton dossier et tu prends, ou des fois le gars te dira, tu sais, le témoin n'était pas très sûr, il a raconté un peu n'importe quoi, on s'est aperçu que... Donc, dans le doute, tu mets de côté. Et ça explique un chiffre qui est majeur. Hein. Quand tu fais cet échantillonnage, tu t'aperçois que sur tout ce qu'il y a à peu près 4-5% qui est recevable. D'accord. Voilà. On en est là. Moi, je préférerais que ce soit 20%. Ce serait un progrès fabuleux. Hein. Non, on n'en est pas encore là. Et c'est vrai que... on a l'impression que c'est facile. On va chercher un livre dans une bibliothèque. On y va et on se lance là-dedans. Et plus on avance, et plus c'est... Et plus le chemin se réduit. Voilà. Précis, et plus c'est... Comment dire, c'est pas décourageant, mais... Ça l'est un peu, hein. Il faut être mentalement préparé. Moi, je te dis, j'ai connu beaucoup de gens qui ont arrêté, hein, qui sont partis fleurs au fusil, plein de bonnes intentions. C'est ça. Au bout d'un moment, ils ont arrêté. C'était pas possible. Et tu t'es jamais demandé pourquoi personne n'avait jamais fait ce que j'ai fait sur les RR3. C'est à cause de ça. Parce que ça demande, ça demande de s'y pencher. Il faut tenir sur le plan mental, hein, parce que des fois, tu es vraiment découragé, quoi. C'est un investissement, oui. Quand tu vois ce que tu lis, quoi. Oui. Et ce qui est classé ufologie aussi. Il y a de tout. Voilà. Il y a de tout. C'est pour ça que c'est déstabilisant quelque part. Ah tu trouves des gens aux Philippines, dans beaucoup d'États dans le monde, hein, qui ont vu Neptune avec son trident et les sirènes autour. Hein. Ouais. Et c'est ça c'est dans des catalogues ufologiques. Ça paraît Qu'est-ce que je te dis? Bon, c'est des exemples un peu extrêmes aussi. Mais c'est vrai que tu vois des choses, des fois, et ça, c'est notre propre responsabilité quand même. C'est pas une responsabilité qui tombe du ciel, hein, pour faire un mauvais jeu de mots. On peut pas faire confiance. On peut pas faire confiance aux images parce qu'elles peuvent être trafiquées. On peut pas faire confiance aux gens parce qu'ils peuvent mentir. On peut pas. Qu'est-ce qu'on dit à nous? Il y a tout ça. Il y a tout ça. Alors il y a des critères. Hein. Il faut mettre en place un protocole de sélection un peu souple. Je te donne un exemple. Moi j'ai connu des gens qui me disaient bon, avec moi ça rigole pas. Je suis scientifique, patati patata. Bon, d'accord. Avec moi, je ne prends sur une RR3, je ne prends que quelqu'un à témoins multiples. Plus trace. Théoriquement, oui. Mais on est face à du témoignage humain. Si tu fais ça, déjà, Valençol, tu ne le prends pas. Puisqu'il y a un seul, il y a des traces, mais il y a un seul témoin. Oui. La plaine des Quatre, idem. Cussac, par exemple, il n'y a pas de traces, il y a 2 témoins, mais pas de traces. Donc tu ne prends pas non plus. Bon, finalement, tu prends sur 17 000 cas, tu vas prendre 20 cas.
Et quels vont être tes résultats statistiques sur 20 cas? Et c'est rare quand on a tous les éléments, on n'arrive Oui, pas. et oui. Donc il faut être rigoureux, mais il faut une grande souplesse et une grande connaissance du truc aussi. Parce que sinon tu n'arrives pas à tes fins. Alors, une fois que tu as fait ça, et que tu fais des statistiques dessus, tu as un peu une récompense finalement, parce qu'une récompense qui m'a beaucoup surpris et qui n'arrête pas de me surprendre, c'est que ce phénomène est remarquablement cohérent dans le monde entier. Cohérent mais élusif. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Voilà. Ça, l'élusivité est la caractéristique première de ce phénomène. Le taux frise les 100%, hein. Sinon on ne serait pas là à en parler. Mais je vais te donner un exemple. Est-ce que tu as une idée du taux en moyenne pondérée du nombre de témoins par cas? Je parle en ufologie en général, hein, tout. Généralement, c'est une ou deux personnes, c'est rare. Ou alors une personne voit et l'autre ne voit pas. C'est très variable, mais bien souvent, ce sont des personnes toutes seules, en fait, qui se baladent dans la nature et hop, ça leur tombe dessus. Oui, oui, c'est vrai. Mais au niveau mondial, sur toutes les observations, par exemple, un exemple qui est lié. En 1999, l'ONU a fait un sondage, non pas une étude comme on a dit, mais un sondage au niveau mondial. Les gens ont répondu, bon, ils ont appliqué les protocoles habituels des sondages. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 150 millions de témoins disent avoir vu quelque chose. Mais ça fait combien de cas, ça? Ça fait pas 150 millions de cas, évidemment. Bah non, forcément. Pour le savoir, il faut que tu aies une idée en moyenne pondérée du nombre de témoins par cas. Bon, je l'ai calculé dans les années 2000, en croisant plusieurs sources officielles, scientifiques qui avaient été faites en France, aux États-Unis, en URSS, c'est 1,7 témoins par cas, ce qui nous met 80 millions de cas, hein, quand même, dont une minuscule partie nous est connue. Bon, 1,7. J'ai fait la même chose en statistique sur les RF3. Maintenant, donc on descend à un tout petit niveau. Et ben, devine sur quoi je suis tombé? 1,7. Toujours la même chose, donc c'est un peu plus d'une personne à chaque fois. Ouais. Donc, par exemple, dans ces 1,7, alors on va descendre au nombre de témoins après par cas. L'idée qui court souvent, c'est qu'une RF3, elle met comme aval en sol un seul témoin isolé en face du phénomène. Sauf que, aussi bien en France que dans tous les pays qu'au niveau monde, tu as toujours un tiers de témoins multiples. Donc l'idée que le témoin serait toujours seul et isolé n'est pas vraie. Et quand tu ajoutes des témoins adjacents, c'est-à-dire un témoin qui était plus loin et qui a entendu un bruit ou qui a vu l'objet partir ou qui a entendu quelque chose, on monte à 40%. C'est pas rien. C'est un argument, c'est un chiffre qu'il faut connaître. Il n'est pas vrai que ce sont toujours des gens seuls qui ont affaire à ces phénomènes. À la Colle-sur-Loup, il y avait 6 témoins. Oui, c'est vrai. Mais alors, comment on peut faire le fil conducteur, la cohérence là-dedans? La cohérence, elle est que c'est la même chose au plan mondial. Tu prends la France, l'Italie, l'Angleterre, c'est pareil. Tu prends l'Europe, c'est pareil. Tu prends les États-Unis, c'est pareil. Et quand tu fais au niveau monde intégral, eh ben, c'est toujours pareil. Donc il y a une sacrée cohérence quand même sur les chiffres. C'est cohérent, c'est élusif. Plusieurs témoins ou pas du tout, ou enfin ou un, pas du tout, on peut pas savoir, mais un ou plusieurs. Mais elle est où la logique? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire savoir? Il est où le message? Oui, on rentre dans des phénomènes plus complexes, là, dans des problématiques beaucoup plus complexes. Et c'est ça qui est intéressant quand on fait l'analyse de ces cas, c'est qu'il y a certaines choses qui apparaissent sur le nombre de cas. Ça n'apparaît pas si tu prends 3-4 cas que tu lis comme ça à droite à gauche. Bon, tu vas comprendre assez vite que l'élusivité est la norme puisque ça se termine toujours de la même façon. Oui. Même si la forme est un peu différente, ça se termine toujours de la même façon. Ça au moins c'est toujours la même fin. Mais voilà, il y a quand même un message, il y a quand même quelque chose qu'ils veulent dire. Voilà. C'est pas possible autrement. Mais quand tu prends par exemple une centaine de cas bien enquêtés, sur lesquels tu es relativement sûr de toi, eh bien, tu vas t'apercevoir que ces cas se divisent en 3 parties. Tu as le début, tu as la fin et tu as la séquence au milieu, bien sûr, et qu'on n'a jamais fait attention au début. Aimé Michel est le premier à s'être rendu compte qu'il y avait un problème avec le début. Il l'a écrit dans un article auquel personne n'a fait attention, c'est Lumière dans la nuit 130, je crois, de mémoire, il faut que je vérifie quand même, qui s'appelle sur la relation rapprochée, sur les problèmes exacts de la relation rapprochée. Bon, ce qu'il dit dans cet article,
il explique tout le débat quasiment d'aujourd'hui, comme toujours, avec lui. Il s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec les observations rapprochées sur un plan de probabilité. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une ostentation de la part de ce phénomène. L'idée qui prévaut, c'est qu'on tombe sur le phénomène OVNI par hasard. Ça, c'est courant, mais depuis des décennies et des décennies. Eh bien, c'est faux. Dans les observations rapprochées, je parle des observations rapprochées, là, uniquement. Je ne parle pas de ce qui se passe en l'air, on n'en sait rien. Mais les observations rapprochées ne sont pas dues au hasard. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Et non seulement c'est pas dû au hasard, il y a ostentation, il y a intentionnalité de ce phénomène, mais en plus, quand tu te concentres sur le début, tu t'aperçois qu'il y a des outils bien précis. Et c'est toujours les mêmes. On s'est fait abuser pendant des décennies avec ça. En s'imaginant que... mais les témoins eux-mêmes te le disent. J'ai un témoin, il me dit « Ah, j'ai pas eu de chance, écoute bien le truc. Hein. Je prends le virage, c'était la nuit, c'était un livreur, hein, dans l'arrière-pays. J'ai pas eu de chance, je prends cette grande ligne droite, là je roulais vite, et je vois ce truc qui brûle sur le côté, sur la route. J'ai cru que c'était un camion qui prenait feu. Il me dit « J'arrive, je vois que c'est pas ça. J'ai pas eu de chance hein, qui fait comme ça. » C'est ce que pense le témoin. Or, l'OVNI était là, il y avait 2 ovnis superposés, assez gros en plus, terriblement lumineux, c'est sûr qu'on ne pouvait pas les manquer, et qui étaient presque sur la route. Et il est passé, il a accéléré, il est passé comme un fou, les 2 objets ont décollé, l'ont suivi pendant un moment à travers les arbres, et finalement, les objets sont partis. Il a pris la peur de sa vie. C'est pour ça qu'il dit « j'ai pas eu de chance ». Oui, les gens ont peur, ça c'est un point commun, les gens ont peur. Ça c'est normal, il était seul dans la voiture, ça c'est normal. Et c'est fréquent ces histoires-là. Alors j'en viens, tiens, on va prendre cet aspect, j'en viens aux pannes de voiture. J'ai retrouvé ça en relisant le livre édité. J'avais fait à l'époque, c'est classique de l'époque, je m'étais intéressé aux pannes de voiture. Bon, est-ce que tu as entendu parler de quelque chose sur ces pannes de voiture, toi? Le coup de la panne. Le coup de la panne. Ah, t'as aussi le coup de la panne qui... Bon, ça c'est non, les voitures qui redémarrent. À la Colle-sur-Loup, les voitures ne redémarraient pas. Oui, c'est vrai. C'est souvent aussi hein, qu'on entend... C'est très souvent. Mais la voiture qui tombe en panne, c'est un truc qui est là depuis les débuts de l'ufologie. Et qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet? On a dit que c'était les champs électromagnétiques, on a même conçu des détecteurs dessus dans les années 60, 70, qui mettaient en panne la bagnole. Bon, d'accord. Là-dessus arrive Claude Poher, début 70, qui fait des essais, enfin qui fait une étude scientifique. Il dit mais non, non, parce que un champ magnétique qui décroît avec le carré de la distance, pour mettre en panne une voiture, il faudrait qu'il soit d'une puissance, il l'a chiffré, non seulement tout le monde serait grillé à l'intérieur de la voiture, mais en plus les stations d'écoute de relevage, il y en a en France, Chambon-la-Forêt par exemple, immédiatement relèveraient ça. Or, il a vérifié, non. Non. Donc, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et les montres qui tournent en arrière? Oui, aussi. Ça peut être des phénomènes électromagnétiques, en revanche, effectivement. Mais le coût de la voiture, c'est ça l'intérêt des statistiques et d'une étude cas par cas aussi. Il y en a... Alors, dans les cas français de cette époque, là, de 78, il y avait 200 cas français, et là-dessus, il y avait à peu près 40 voitures. 40 témoins étaient en voiture quand ça s'est produit. Hein. Bon. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as à peu près un quart des cas où c'est tombé en panne. Donc, la première chose que tu fais, c'est est-ce que tu as la distance témoin-phénomène, voiture-phénomène? Normalement, plus c'est proche, plus tu devrais tomber en panne. Si c'était une cause mécanique. A priori. Bon, a priori. Eh bien, tiens-toi bien, c'est tout le contraire. Quand le phénomène est à 50-60 mètres de la voiture, tu peux tomber en panne. Quand c'est très proche, tu ne tombes pas en panne. Ben alors, ça vient de quoi? Ah, eh bien, quand tu regardes cas par cas, tu comprends. C'est que ta voiture tombe en panne et le phénomène arrive après. Où les animaux se mobilisent aussi un petit peu avant que ça arrive. Ça peut arriver, dans bien certains sûr. cas. Non, mais là, je parle spécifiquement des pannes de voiture. Mais là, oui, pardon. Regarde les cas, reprends les cas, regarde-les. Tu verras que chaque fois qu'il y a eu panne de voiture,
le phénomène est arrivé juste après, ou la grande démonstration a commencé juste après, et inversement, quand tu as vu le phénomène de loin, comme mon témoin, là, mais il y en a plein de cas comme ça, tu peux passer à 1 mètre du phénomène, ta voiture n'aura rien. Alors que si elle est plus... Oui, si ça s'éloigne. Autrement dit, c'est un des outils de l'ostentation, de l'intentionnalité de ce phénomène. Mais ils le font exprès. Si tu tombes en panne et qu'il apparaît juste après, tu n'es pas tombé en panne par hasard. Voilà, ils le font exprès, ils ont un contrôle sur nos voitures. Mais bien sûr qu'ils le font. Il y a 3 outils fondamentaux à l'ostentation, c'est toujours les mêmes, hein, ça ne change jamais. Tu prends 1000 cas, amuse-toi, tu lis, pas 1000 cas, mais lis 200-300 cas de RF3, tu t'apercevras que ça commence toujours avec ces 3 manières. Hein. Tu as des stimuli sonores et visuels, surtout la nuit. Oui. 2, tu as le positionnement préalable, tu prends un virage avec ton mari et tu te retrouves sur l'objet posé au milieu de la rue, au milieu de la route, c'est ce qu'on appelle un positionnement préalable, et il y a beaucoup de cas comme ça. Et tu as l'arrivée impromptue sur zone, c'est-à-dire tu sors étendre ton linge dans ton jardin, tu vois un vague truc et piouf, une seconde après il est au-dessus de toi. Bien évidemment au moment où on s'y attend le moins. Oui, donc c'est toujours les 3 mêmes choses qui apparaissent au début, plus l'histoire, j'ai redécouvert ça récemment, plus l'histoire des pannes de voiture, qui sont le 4e, en fait, outil utilisé. Voilà. Donc ceci pose évidemment, nous entraîne un peu ailleurs, ça pose un tas de questions, ça ne fait pas plaisir à tout le monde d'ailleurs, parce que on pense que, comment dire, la thèse habituelle c'est que Poher est un peu à l'origine de ça, parce qu'il avait fait des statistiques au début des années, enfin à la fin des années 60, hein, des statistiques assez poussées sur 1 millier de cas français, tout confondus. Hein, et il s'était aperçu que il y avait des résultats que l'on retrouve aujourd'hui au niveau mondial, c'est toujours les mêmes, hein, c'est cohérent. Donc en termes d'heures, tout ça était pareil. Et mensuel, le côté mensuel est très, on n'y fait jamais attention, c'est très important. Au niveau mensuel, tu as la première partie de l'année où c'est en plateau très moyen, et tout d'un coup, à partir de mai, ça commence à monter, et ça se maintient jusqu'à Noël, donc la 2e partie de l'année. Donc ça veut dire qu'apparemment, tu as plus d'observations dans la 2e partie de l'année. Et pourquoi ça? Alors Poher donne une explication. Il dit, le phénomène est cohérent avec la transparence atmosphérique, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir de mai, on rentre dans la belle saison, il fait beau, il fait chaud, ça sent le sable chaud, tout le monde est dehors, il y a énormément dehors. Et donc, comme il y a beaucoup plus de gens dehors, on a plus de chances, de probabilité d'observer quelque chose. D'accord? Ça se tient. Au niveau humanoïde, c'est pareil, hein, t'as la même, c'est encore plus marqué. L'année est divisée en 2 comme ça. Ça alors, des statistiques ont été faites sur les dates. Oui, sur les mois. Sur les saisons. Oui, il y a des saisons à ovnis et extraterrestres et des saisons sans. L'hiver, il n'y en a pas, et l'été, il y en a plus. Mais en fait, c'est parce que l'été, on est dehors et qu'on le voit. Voilà, alors ça, c'était la réflexion classique, hein, anthropologique, bien entendu, et elle est parfaitement cohérente, hein, logique, il n'y a rien à dire. Sauf que, on n'a pas pensé qu'on avait peut-être en face de nous une intelligence très évoluée et qui était capable d'intentionnalité. C'est ça. Est-ce qu'ils nous choisissent alors? Non, ça veut dire que s'il y a plus de monde dehors à certaines époques, il y a aussi plus de contexte favorable pour cette intelligence de se manifester. Mais ils le font exprès. Et là, on n'est plus dans le hasard, encore une fois. Et je pense, moi, que c'est ça. Voilà. Mais nous, on est dans le hasard, mais pas eux, en fait. Eux ils calculent tout. On est complètement abusés. Nous, on est là, on est un peu les témoins malgré nous. Oui. Tu sais, j'ai connu de grands ufologues qui ne sont plus là, malheureusement, aujourd'hui. J'ai notamment connu Jean Tirode, je ne sais pas si tu en as entendu parler. 500 enquêtes, Jean Tirode, pour Lumière dans la nuit. Je ne sais pas si tu vois. Donc, j'en ai rencontré des hommes de ce gabarit-là, et tous te disaient en off, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on arrive, moi dans ma région, il me disait, j'arrive assez vite hein, quand j'entends quelque chose. En plus, il était instituteur et fermier. Donc, il avait énormément de relations. Donc, il était prévenu assez vite, il arrivait sur place. Il me dit, je ne comprends pas, je constate toujours la même chose et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Normalement, sur la route où ça s'est passé, il y a beaucoup de gens qui passent,
il aurait dû arriver une voiture. Là, ça s'est passé là, à côté, à 100 mètres, 200 mètres, il y a une maison. J'ai été voir, évidemment, j'ai fait une enquête de voisinage. Et ben le propriétaire était justement derrière dans son jardin à ce moment-là. Et comme par hasard, oui. Voilà. Alors il dit, on avait discuté ensemble, mais une fois, bon, c'est la faute à pas de chance. Tu sais, pas de chance. Toujours, hein. On est toujours dans ce contexte-là, mais pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi vraiment pas de bol? 100 fois, c'est plus la faute à pas de chance. Ouais. Il y a autre chose. Non, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas. Nous, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Hein, mais eux, oui, par contre, ils ont l'impression de savoir ce qu'ils font. Oui, oui. Et l'ufologue qui arrive derrière. Mais là, on est face à un problème de la physique. Hein. On n'est pas face à un problème psy ou quoi que ce soit. On est face à un pur problème de physique. Et donc, quand tu arrives, toi, en tant que bon ufologue, tu as la chance inouïe d'arriver 2 jours, 3 jours après un cas, ce qui est assez rare. Hein. Donc, tout est frais. Donc, tu vas bien faire l'enquête, tu vas bien interroger le témoin, tu vas faire une enquête de voisinage, tu vas faire des relevés. Et tu commences à constater des choses comme ça. Tu te dis, bon sang, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Je comprends les gars qui ont 500 enquêtes derrière eux, parce qu'ils n'ont pas arrêté de constater ça. Alors ils n'en parlent pas, parce que nous-mêmes, même dans le milieu, on va passer pour des fous. Donc, on n'en parle pas trop. Mais ça a fini par se savoir. Et puis quand Aimé Michel s'est mêlé de la question et qu'il a montré qu'une observation rapprochée, il y avait des phénomènes extrêmement complexes qui se mettaient en jeu et qu'on n'était pas capable de comprendre, au niveau du contexte notamment, alors là, ça nous a aiguillés. Et ça, les statistiques te confirment ça. C'est d'où l'intérêt de l'analyse sur ces cas. C'est par petites pierres, si tu veux, ça donne des directions. On commence à un peu mieux, peut-être, comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire. Oui. Et toi, Eric, qu'est-ce qui te motive à aller aussi loin et surtout d'y passer autant de temps? Oui, tu sais, l'ufologie, c'est quelque chose qui est, il faut reconnaître, et je m'en méfie beaucoup d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez addictif, c'est assez passionnant. C'est une forme de pensée magique, hein, quelque part, il ne faut pas être dupe. Et donc, moi, je m'y suis intéressé très tôt à travers Frank Edwards, comme toute une génération, hein, d'ailleurs. Et mon père, au Guatemala, avait vu quelque chose. Et j'ai vu quelque chose une fois, moi, en 75. Et je te garantis que quand tu as vu ça, c'était pas une observation rapprochée, mais quand tu as vu ça, bon, voilà, t'es calé. On peut te raconter tout ce qu'on veut, c'était une confusion, hein? Non. C'est pas une confusion. Et rien dans ta vie, depuis ton enfance, ne t'a jamais préparé à voir ça. Voilà. C'est pour ça que ça te semble tellement irréel. Donc, c'est vrai que je me suis intéressé à cet aspect et j'ai compris très vite qu'il fallait travailler sur le seul biais que l'on avait, c'est-à-dire le témoignage humain. Parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Et c'est là-dessus, c'est sur l'information, c'est un problème d'information, ou de sémantique, mais ça revient au même. C'est un problème d'information, il faut bosser sur l'information et voir quelles pistes, quelles directions nous sont données. Et il faut le faire, si possible, en mettant à distance les théories. Parce que je sais par expérience que les théories conditionnent ta vision. Et ça, il ne faut pas. Il faut pas. Si tu trouves des éléments récurrents dans l'analyse que tu fais d'un grand nombre de cas, voilà, à partir de ce moment-là, tu peux essayer de comprendre, de voir où ça t'amène et tout. Mais avant, il ne faut pas de théorie. Rester neutre, voilà, essayer de vider son esprit et de repartir à zéro à chaque fois, en fait. Oui. Et tu notes les redondances, les récurrences. Très important. Est-ce que après toutes ces années, est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé? Enfin, certainement, oui, mais est-ce que tu as l'impression que tout ce travail a été, j'ai envie de dire, couronné de succès, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Est-ce que tu penses que toutes les pistes ont été explorées ou pas? Écoute, je fais souvent remarquer qu'il manque cruellement une histoire des idées en ufologie. Il manque un livre, sans doute, qui devrait être fait par des professionnels à plusieurs, expliquant l'histoire des idées en ufologie, de façon à ce qu'on ne fasse pas tout le temps les mêmes erreurs. Mais il y a des éléments qu'il faut bien comprendre. Tu as d'abord le problème anthropocentrique. Tu sais, Michel Picard a écrit une remarque très juste, et c'était un élève d'Aimé Michel, c'est pas étonnant. Il a dit l'anthropocentrisme est le pire ennemi de la pensée en ufologie. Pourquoi? On peut le retourner par une question. Ah, tu veux penser les ovnis à partir de quoi? Du vide, à partir de rien. De la science-fiction,
Ouais. Non, tu vois bien que tu es obligé de le penser en fonction de la culture qui t'habite et de nos réalisations les plus avancées finalement. Donc c'est difficile de ne pas faire d'anthropocentrisme. Mais si en face, on a par exemple une espèce exogène qui a 10 000, 100 000, voire 1 million d'années d'avance, de décalage évolutif sur nous, joue un autre problème qui est celui de l'incommensurabilité. Et là, ton anthropocentrisme, effectivement, tu t'y rattaches faute de mieux, mais tu es totalement incapable. On est démunis face à une réalité qui nous dépasse. Je vais même plus loin. Les milliers de livres qui existent dans le monde, si on est face à une intelligence qui a 1 million d'années sur nous, eh ben, tu peux tout envoyer à la poubelle. On peut tout reprendre à zéro. Oui, et puis à partir de quoi? Comme toujours. À partir de quoi tu vas penser les ovnis? Donc, ça, je l'ai eu à l'esprit très tôt. Et je me suis dit, mais la seule possibilité que l'on ait, c'est de travailler sur l'information, c'est sur ce qui nous parvient. Oui. Voilà. Et voir les aspects redondants, qu'est-ce qu'on peut en dire. Alors après, une fois que tu as ces aspects redondants, tu peux, moi je suis pour le travail en équipe, personnellement, donc tu peux avoir dans ton environnement des physiciens, par exemple, ouverts à ça, et tu dis, voilà, on observe ça, 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 qu'est-ce que tu en penses? Sachant que le physicien, il est lui aussi pris dans le champ anthropocentrique, bien sûr, mais il a sa spécialité, il peut apporter des éléments. C'est le cas de mon dialogue avec Philippe Guillemant. Et lui, il apporte des éléments. Oui. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ça à 100%, mais je pense quand même qu'on a progressé, pour répondre à ta question, grâce à lui notamment. On a progressé, on a un outil là qui est sans doute le plus performant que l'on puisse avoir à l'heure actuelle, ce qui ne veut pas dire qu'on sache tout par rapport à ça. Hein. Il y a encore beaucoup d'hypothèques là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça correspond à ce qui remonte du terrain et notamment à l'élusivité. Voilà. Donc ça, oui. Voilà. Moi, c'est le problème. Personne en ufologie ne se rend compte vraiment de ce que signifie l'élusivité. Moi, j'ai souvent remarqué ça. Hein. C'est tellement aveuglant qu'on ne le voit pas. Oui. Et le cerveau voit uniquement ce qu'il a envie de voir et parfois est capable de faire le ménage. Mais c'est là que je voulais juste intervenir un tout petit instant pour parler de l'initiative de ma collègue du repas ufologique de Toulouse. Oui. L'idée, ça serait en effet de rassembler au maximum les personnes qui se penchent sur ce sujet. Parce que bon, on a tendance à dire l'union fait la force, mais ce serait peut-être l'idée maintenant, c'est d'arrêter de faire chacun de son côté et de faire un peu tous ensemble. Donc voilà, je voulais parler de cette initiative qui est en train de se faire avec Isor à Toulouse, de rassembler un peu tous les personnes de tous les corps de métier, quelque part, parce qu'on a des physiciens, on a des scientifiques, on a des personnes, des ufologues de terrain, on a des personnes dans plusieurs régions, voire dans plusieurs pays. Et voilà, essayer de faire un mouvement de groupe pour mettre en commun toutes ces recherches des uns et des autres, ce serait peut-être une idée pour avancer un peu plus vite. Si on peut, s'il y a moyen. S'il y a moyen, oui. C'est pas la première fois qu'on tente de faire des choses comme ça. L'histoire montre que ça n'a jamais marché. Tout simplement parce que, à cause des théories, hein, c'est toujours pareil, à cause des théories. Tu sais, on en revient toujours à Einstein finalement. Hein. Il avait parlé d'épistémologie, il a eu une phrase décisive hein, sur l'épistémologie. On ne peut observer que ce que la théorie nous permet d'observer. Voilà, c'est ce qu'on retrouve. Et c'est profondément vrai. Et comme chacun a des théories plus ou moins figées, très divergentes, et ils ne sont pas prêts du tout à accepter les théories des autres, ces initiatives ont toujours échoué. Quand elles ont réussi à minima, ça s'appelle le rapport Cometa, et ça a été fait par des hauts responsables de la défense, le rapport est remonté en haut lieu, c'est-à-dire à l'époque à Jospin et Chirac, et puis il est tombé dans l'abîme immédiatement. Oui, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas parce que ça a échoué avant qu'on peut recommencer et puis peut-être en fait faire une petite remise à zéro puisqu'on se dit de toute façon on sait rien. Revenir un petit peu humblement à se dire bon de toute façon on sait pas, mais voilà, on peut déjà au moins avancer en groupe. Bien sûr, bien sûr. Moi je suis personnellement pour un travail en commun avec des qualifications différentes. Voilà, c'est ça qui fait la richesse d'un groupe, c'est que chacun a sa spécialité. On ne peut pas tout savoir individuellement, mais en groupe, c'est bien. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais qu'on revienne un petit peu aux commentaires. Alors, ce sont nos assistants en chef, Ahmed et Marc, que je remercie maintenant,
et que je voudrais vraiment, vraiment mettre en avant, qui sont derrière leur écran et qui notent les questions. On va essayer. Alors moi, j'ai pas lu en même temps, j'écoutais Eric, et je compte sur vous, Marc et Ahmed, pour faire remonter les questions. Qu'est-ce que vous avez noté parmi tous les commentaires? Est-ce que l'un ou l'autre veut prendre la parole? On va peut-être faire ça par téléphone. On va essayer de faire intervenir les commentaires par l'intermédiaire de nos deux techniciens qui ont pris les commentaires. Qui veut intervenir? Alors, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Bon, on va faire la conversation avant. Non, mais on va... J'ai l'impression qu'on s'est dispersé, là. On s'est dispersé. Voilà, donc est-ce que Marc veut m'appeler pour me dire ce qu'il en est? Est-ce que tu es toujours là, Marc? Ou Ahmed? Je vais l'appeler. Je vais appeler un de nos aides. On n'est pas trop de 4 pour travailler sur ce sujet cet après-midi. On n'est pas trop. Il faut. Voilà, c'est de la coopération, c'est ça. C'est ce qu'on disait, c'est de la collaboration. Allô Ahmed? T'es là? Coucou Isabelle. Voilà. Alors je vais te mettre en haut-parleur. Coucou Isabelle, je t'entends. Voilà. Est-ce que Eric, est-ce que tu entends Ahmed? Oui. Oui, je t'entends très bien. Oui, j'entends bien. Voilà, donc Ahmed va nous donner peut-être va nous faire un petit topo sur ce qui s'est dit pendant le début. Alors, juste vous dire que votre talk show a eu beaucoup de succès parce que le chatroom est en train de... Ça chauffe, quoi. Ça chauffe? Oui. C'est vrai que le sujet est intéressant, on va dire. Hein. C'est quand même passionnant. D'accord, Isabelle, j'ai à peu près 7 questions des auditeurs. Alors, on va essayer de procéder par ordre. Oui, alors, la première, tu m'entends? Oui, on t'entend. Oui, moi j'entends. La première est de Daniel Sanchez, notre ami. Il a dit, est-ce qu'il y a eu donc des observations pendant la Première Guerre mondiale? Voilà, c'est Daniel. Daniel qui demande si on a eu des observations pendant la Première Guerre mondiale. Donc je réponds... Des RR3, on va parler des RR3. Alors je réponds selon les informations que j'ai, naturellement. Il n'y en a pas eu sur le front français, mais je connais quelqu'un qui a fait des recherches historiques au fort de Vincennes, qui est en fait le musée historique des armées françaises, hein, et il a trouvé des choses. Il semble qu'il y ait eu des phénomènes non identifiés qui ont inquiété l'état-major français et sans doute l'état-major allemand aussi, et que l'on n'est pas arrivé à réduire. Alors il n'est pas question de RR3, mais quels sont ces phénomènes? C'était surtout des phénomènes lumineux inexplicables, et il semble qu'il y ait bien eu une activité pendant le premier conflit mondial, oui. Donc la réponse serait non, je n'ai pas connaissance en Europe de cas pendant cette guerre, mais il y a eu, c'est évident, des phénomènes qu'on pourrait assimiler aux ovnis, oui. C'est possible aussi que les gens avaient d'autres préoccupations et que ça n'a pas été oui, répertorié. Ça, certainement. Les cas de confusion pouvaient être assez fréquents aussi, hein, vu on a tiré des milliards d'obus, etc. Enfin bon, c'est... Ouais. Voilà. Alors, deuxième question, Isabelle. Oui. De Iduna Philae, on parle beaucoup de la grande divulgation pour 2020. Qu'en pense Eric? Alors, en 2020, est-ce que le rideau va tomber? Alors, il y a deux réponses qui sont très antinomiques à cette question. Moi, personnellement, d'un point de vue de réflexion et philosophique, ma réponse est non. Pour une raison très simple. S'il devait y avoir, parce que ça dépend ce qu'on entend par divulgation. Si on entend par là que certains gouvernements vont dire oui, on a un certain nombre de documents, on a un certain nombre de dossiers, et je sais qu'ils les ont. Je ne suis pas du tout conspirationniste, hein, je le précise.
Mais je sais de sources sûres, parce que j'ai mes contacts aussi, qu'ils ont des choses. Donc, un gouvernement ou des gouvernements sont toujours libres de divulguer un certain nombre de choses. Ça, c'est déjà vu d'ailleurs. Bon, aux États-Unis, ils ont réussi à obtenir des documents de la CIA où ils barraient le nom des gens, etc. Mais ils ont été mis à jour. Donc, il peut y avoir des choses de ce sens-là, dans ce sens-là, oui. D'autant que je reçois beaucoup de documents universitaires et je note une évolution quand même par rapport à ces sujets qu'on va qualifier entre guillemets de parallèles. Il y a une évolution dont on n'a peut-être pas conscience, mais qui est en train de se mettre en branle là en ce moment. Alors maintenant, de l'autre côté, si on entend par là une sorte de contact ou de choses comme ça, je réponds tout de suite non, pour une bonne raison que je pourrais développer d'un point de vue anthropologique et historique, parce que c'est un élément de comparaison que nous avons. Ça signifierait notre anéantissement immédiat dans la seconde. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux vous développer ça très vite. Hein. On a beaucoup d'exemples. Si on prend le plus connu, c'est l'arrivée des Espagnols dans le Nouveau Monde, en Amérique latine. Alors, je rappelle quand même ça met en présence pas deux espèces, justement, la même espèce, oui, avec deux cultures différentes. Quand on regarde avec le recul, il n'y avait pas une différence si énorme que cela, parce que bon, c'est vrai que les Espagnols avaient le mousquet et le cheval, mais eux-mêmes ont dit, la civilisation incaïque, par exemple, avait des réalisations absolument inouïes, à en pâlir. Donc c'était de grandes civilisations. Elles ont été anéanties instantanément, quasiment, en très peu de temps, et aujourd'hui, je vous donne les chiffres qui circulent en fac, c'est 100 millions de morts. Oui, ça va vite. Oui, les conséquences sont énormes quand on peut transposer. Alors, maintenant, vous imaginez une espèce différente, avec un décalage évolutif de 100 000 ans ou d'1 million d'années. Même ne nous voulons aucun mal, hein, d'ailleurs. Vous voyez, je fais ça, et on n'existe plus. On imagine donc il n'y aura pas de contact. Voilà. Donc comme ça, c'est réglé. Ceux qui ont encore un peu peur, c'est bon. C'est mon avis, je peux me tromper. Hein. On va rester dans la sphère privée. Oui. Ça vaudra mieux. Alors, est-ce que Ahmed aurait d'autres questions? Oui, Isabelle, encore une autre question de Léaude qui dit « Est-ce que les orbes font-ils partie de l'ufologie » Les orbes. Déjà, ma réponse serait plutôt non. 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 Déjà, les orbes, c'est très très abstrait. C'est ce qu'on peut voir sur certaines photos. On ne sait pas si c'est une anomalie, si c'est... Oui. On ne sait pas. Donc, a priori, je pense qu'il y a suffisamment à faire en ufologie. Bon, mais ceci dit, tu sais, je connais bien le col de Vence et je sais que ça fonctionne beaucoup là-dessus, là-haut. Hein. Ouais. Voilà, ça fait partie de tout un contexte. Bon, voilà. Et c'est que sur les photos. D'ailleurs, les orbes, on les voit que sur des photos. Oui. Et ça dépend des appareils, en plus. Oui, exact. Surtout quand il y a de l'humidité. Merci Mathieu pour ta question. Oui. Autre question d'Iduna. Est-ce que ces rencontres sont-elles programmées ou est-ce un hasard d'être témoin de leur présence? Ça, on en a parlé un peu tout à l'heure, oui. Il n'y a pas de hasard. Hein. Non, c'est en aucun cas un hasard. Je vais reprendre une expression de Philippe Guillemont qui me plaît assez. Le phénomène, la notion de contexte est fondamentale hein, dans cette histoire, pas au sens où on l'a entendu dans les années 70, mais elle est quand même fondamentale, sauf qu'on ne peut pas la comprendre, parce que ça nous échappe. C'est de la métaphysique, c'est de l'hyperphysique, donc de la métaphysique. Alors Philippe Guillemont lui dit que cette intelligence éclaire le contexte, c'est-à-dire, on va dire, pour situer les faits, une zone par exemple de 5 km², avec un groupe de témoins ou un témoin isolé dedans, peu importe, et qu'à partir de là, le processus se déroule. Donc, il n'y a pas de hasard dans cette histoire. Voilà ma réponse. Voilà. Ok. Merci très bien. Ahmed. Alors, autre question, Daniel Sanchez qui nous dit, notre ami, que penses-tu du ranch de l'Utah? Alors, le ranch de l'Utah a fait couler évidemment beaucoup d'encre. Il y a un livre qui d'ailleurs est introuvable là-dessus. Je me suis évidemment intéressé à cette affaire comme un tas d'autres affaires. Il faut beaucoup lire quand on est dans ce domaine. Alors je vous le dis tout de suite, hein, le ranch de l'Utah renvoie vers une problématique qui est explosive littéralement en ufologie, qui d'ailleurs en partie a fait exploser l'ufologie française dans les années 70-80, qui est la permanence de ce qu'on appelle des phénomènes PSI, hein, c'est-à-dire de phénomènes paranormaux.
Et certains en ufologie, ça crée de grosses crispations parce que certains ne veulent absolument pas entendre parler de ça, accusant tous ceux qui s'y intéressent ou qui regardent des trucs comme l'Utah, comme le range de l'Utah, mais il y en a d'autres, hein, de vouloir procéder à un amalgame sur l'origine du phénomène et remplacer leur grande terreur, en fait, on ne peut pas appeler ça autrement, c'est que des gens s'amusent à remplacer l'hypothèse extraterrestre par une hypothèse parapsychologique. Voilà. Et ça, c'est un reproche qui est vieux comme l'ufologie, presque. Oui, c'est classique. Je parlais, oui, c'est classique. J'ai parlé tout à l'heure de certains enquêteurs qui avaient des centaines d'enquêtes. Tous, sans exception, reconnaissent en off que la liste des phénomènes psy liés à une observation, elle monte au plafond. Elle monte on a même des chiffres aujourd'hui. Bon. Alors, est-ce que pour autant, on peut pratiquer un amalgame? Certains l'ont fait dans l'histoire des idées. Hein. Je pense à Pierre Liéroudi, notamment, qu'on a beaucoup brocardé et ostracisé à cause de ça. Lui pensait carrément que c'était un phénomène psy, PSI toujours, hein, qui se développait à travers l'espèce humaine, et il avait ses arguments. Bon. Alors, je ne suis pas sur cette position, bien qu'il y ait un imprécateur qui ne cesse de m'accuser de ça. Je ne suis pas du tout sur cette position pour la raison suivante. Écoutez bien ce raisonnement. Ce qu'on appelle phénomène psy, c'est un certain nombre de lois qui concernent l'ontologie, c'est-à-dire la nature de la réalité, auxquelles on n'est pas encore parvenu. On y arrive, là aussi il y a des mouvements, on est en train d'y arriver. Mais officiellement, la physique n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Bon. Mais une intelligence qui a de l'avance sur nous, une intelligence qui aurait 10 000 ans d'avance sur nous, pourrait, elle, y être parvenue. Et du coup, elle s'en servirait comme on le ferait nous-mêmes. On se sert bien dans toutes nos applications des lois physiques qu'on connaît. D'où les parallèles très nombreux que l'on peut observer. Ceci n'induit pas un amalgame quant à l'origine. Ce serait plutôt à intégrer dans la marque d'une hyperphysique. Et il en va de même pour les phénomènes psi-PSY. On sait qu'il y a une dimension conscientielle dans le phénomène OVNI. Mais ça ne veut pas dire que le phénomène n'est pas matériel ou je ne sais pas quoi. On fait toujours des amalgames comme ça. Non, ça fait partie de cette hyperphysique. Je pense qu'il ne peut pas y avoir une hyperphysique sans ces éléments, à la fois psi-PSI et psi-PSY, intégrés dans cette hyperphysique. Et c'est ce qu'on constate à travers tous les témoignages. Il y a un moment où il faut tirer les leçons de ce que nous dit le terrain et non pas de préjugés d'un côté ou de l'autre. Ce qui est important, c'est ce que dit le terrain. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière satisfaisante, mais c'est une question très difficile et très conflictuelle. Oui, effectivement, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Non. Ça commence ça demande quand même, en effet, de bien réfléchir à la question. Oui, on ne sait pas tout. D'autres questions. Voilà, on va peut-être passer à la suivante. Alors, Angela Dessy nous dit, dans une de vos conférences, Eric, j'avais cru comprendre qu'il y avait des extraterrestres sur Terre du genre grand blond nordique. Peut-on toujours le confirmer? Merci pour votre réponse. Alors, là, on va aborder les différentes sortes d'extraterrestres. Oui, la typologie. Les gris, alors, les blonds. Les grands blonds, qui est une sorte d'archétype de l'ange réhabilité dans le cadre de la science-fiction, ont été vus principalement au tout début, dans la phase d'accroche, même en France. Il y en a eu en France, il y en a eu en Europe. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Mais même jusque dans les années 70, il y a eu encore 1 ou 2 ou 3 cas. Donc, ce sont des hommes, des êtres, des humanoïdes qui nous ressemblent et qui ont des cheveux blonds longs. Mais attention, beaucoup de sectes ont utilisé, pas seulement Adam Ça a été récupéré. Ça a été très récupéré. Et au début, pareil, on a vu des gens avec les cheveux taillés en brosse blonds. Et vous savez qu'il y a tout un courant qui s'imagine que ce sont des ovnis nazis, etc. etc. Alors, ça a existé, il y a des témoignages, ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Ceci dit, en termes statistiques, c'est très réduit quand même.
Ça existe encore un peu, paraît-il, au Brésil, en Amérique du Sud, mais dans l'ensemble, bon, ça doit représenter peut-être 2-3% des apparitions d'humanoïdes, quelque chose comme ça. Après, il faut s'entendre sur le statut ontologique des apparitions d'humanoïdes, ce qui est encore un tout autre problème. Attention à ne pas prendre ça trop au premier degré. Oui, oui, il faut pas. Oui, en fait, la seule chose qu'on retient, c'est qu'on doit oublier un peu tout ce qu'on sait et repartir sur des bases nouvelles. Bah, c'est-à-dire, pas des bases si nouvelles, parce que l'information, vous avez des cas en 47 par exemple, l'information n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est notre regard, effectivement. C'est notre façon de l'interpréter. Oui, attention, on pourrait être dans un jeu d'apparence, hein, là. Oui, il ne faut pas se fier aux apparences. Encore une autre question? Alors, une question de John Hatton qui dit: que pensez-vous de l'hypothèse HUMO et au vu des événements, j'ajoute moi au vu des événements actuels, de leur avertissement en ce qui concerne la période de 2018-2023? On est en plein dedans. Alors là, on parle des humides et l'avertissement, le fameux avertissement dont on a déjà entendu parler par ailleurs. 2018-2023. J'ai un peu de problème à répondre à cette question parce que l'histoire des humides, c'est une vieille histoire. Je sais que certains y croient à fond. Moi, ce que je sais, c'est que... Alors, je l'ai vu apparaître, hein, cette histoire, avec les fameuses photos de San José de Valderas, si ça vous parle, où pour la première fois, on a vu un appareil qui était en l'air. On a vu, vous savez, il avait laissé une empreinte dans le sol avec le fameux sigle HUMO dans la terre glaise. Donc ces photos ont commencé à circuler d'Espagne, hein, dans les années 75-16 à peu près. Hein. Et Claude Poher, à l'époque au CNES, donc, avait fait avec un logiciel qu'il avait déjà à l'époque, un outil performant, il avait analysé ces photos de très très près, et il a démontré par A plus B de manière irréfutable, hein, que c'était des faux, et qu'il a même réussi à détecter l'espèce de corde qui suspendait les maquettes dans les arbres. D'accord. Et certains ne lui ont jamais pardonné, hein, d'ailleurs. C'est ce qui est assez amusant. Donc je vous mets en garde aussi contre ces histoires. Bon, il faut revenir un petit peu à une base à la fois épistémologique et philosophique. Hein. Le propre d'un ufologue, c'est qu'il est curieux et ouvert. Si vous êtes ni l'un ni l'autre, ne faites pas d'ufologie. Je le dis souvent à mes interlocuteurs, surtout n'en faites pas. Donc, jusqu'où va l'ouverture? La seule question, curieux, ok. Jusqu'où on est capable de voir les choses, voilà, ou de les envisager. Voilà. Alors j'ai une réponse, c'est ce qui dit de ma propre activité. Mon ouverture est bornée par ce que j'appelle l'esprit critique. L'esprit critique n'est pas la capacité à tout critiquer, c'est la capacité, je donne la version au sens pascalien du terme, hein, là. C'est la capacité à chercher la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. C'est ainsi que je me définis. À partir de là, sur les renseignements que j'ai, c'est vrai que je suis un peu dubitatif sur l'affaire HUMO. Quant aux mises en garde, vous trouverez ça absolument partout en dehors de l'affaire HUMO aussi, y compris dans certains messages rapportés par des témoins, y compris... Et puis de toute façon, on n'a même pas besoin de ça, entre nous soit dit. Hein. Il suffit de voir l'état de la planète et de comprendre comment on en est arrivé là, à partir de ce biais de la révolution industrielle, pour comprendre que on n'est pas très bien parti. On n'est pas très bien parti. Et il y a 45 ans déjà, Hubert Reeves l'avait dit. Il avait posé, un journaliste l'interrogeait sur la vie extraterrestre, il lui a fait une réponse terrifiante, avec son air un peu anecdotique là. Il lui a dit, mais monsieur, qui vous permet de croire qu'une civilisation hautement évoluée sur le plan technologique peut survivre très longtemps à son propre développement? Oui, tu penses que là on arrive au bout pour nous? On arrive on va vers des... Je ne sais pas si on arrive au bout, mais on va vers des choses très très graves. Hein. Il faut quand même bien comprendre ce qu'il y a en jeu là au milieu. C'est la notion, philosophiquement, c'est la notion de progrès. Toutes ces problématiques sont là en l'air en ce moment, et ça fait partie des inquiétudes, et c'est peut-être pas tellement étonnant qu'on reçoive des avertissements. Je rappelle que dans le cas de Rouwa, au Zimbabwe,
dans les années 90, Oui. où John Mack était d'ailleurs venu Dans l'école. pour interroger les enfants, il y avait une quarantaine d'enfants. Le message reçu apparemment d'une manière mentale, hein, télépathique, c'était de montrer des scènes de la planète complètement aride et dévastée. Donc, c'est justement une question tout ceci qu'on pose, Eric. doit quand même poser problème et questions. Voilà. Donc, on va enchaîner sur la question suivante. Oui. Alors, puisqu'il parle, Eric, du Zimbabwe, Angela Dessy nous dit, est-ce que cet événement a été confirmé? Il a donné la réponse. Oui, est-ce que c'est confirmé? Parce qu'il y a encore, en cherchant bien, il y a encore, parce que les enfants sont devenus grands maintenant. Oui, d'ailleurs. Tous se souviennent effectivement de cet événement qui a été assez. Ils ont retémoigné dans ce deuxième film. Et voilà, quoi. Il y a quand même 2 extraterrestres avec une grosse tête qui sont baladés parmi eux, et ils étaient une quarantaine, et ils leur ont imprimé ces images de désolation de la planète. Ouais. Mais je note que c'est un gros cas, hein, mais que le principe d'élusivité n'a pas été mis en péril. Parce que dès qu'ils sont allés chercher des maîtres et des 1, c'est fini. Alors j'ai oublié une question, Isabelle et Eric. Oui. C'est à propos des momies de Nazca. Ah, on aborde le problème des momies de Nazca. De Léo, c'est Léo qui pose cette question. Alors j'en pense. Bon, généralement, je ne m'implique pas là-dedans parce que j'ai pour habitude de commenter que ce qui a trait à l'ufologie. Là, on est dans un aspect connexe. Je précise que j'ai une maîtrise d'histoire, que j'ai fait de l'archéologie et qu'en plus, j'ai pas mal vadrouillé dans cette région que je connais assez bien, dans les années 80. Alors, je peux vous dire, ça fait 50 ans que ça dure, cette histoire. 50 ans. Même avant qu'on en entende parler, nous, avec Thierry Jamin. C'était déjà le cas, plutôt. Ça c'est le dernier avatar. Avatar. Et il va y en avoir d'autres. Donc, c'est pas nouveau cette affaire. Je ne peux pas me permettre de tout commenter. Je conseille à chacun de faire preuve justement du fameux esprit critique et de faire quand même attention. Oui, donc c'est intéressant de savoir. Quand on s'engage trop sur quelque chose et qu'après on tombe parfois de haut, ça fait mal toujours. Donc il vaut mieux garder un peu ses distances, ce qui n'empêche pas de garder son ouverture non plus. Hein. Pour moi, c'est la science et les archéologues qui devraient tester ce matériel et nous dire quelque chose. Seulement ils ne veulent pas parce qu'eux considèrent que c'est du trucage. Évidemment, ils connaissent bien l'histoire. Ce n'est pas le premier ni le dernier qui arrive. Hein. Il y en a eu, il faut voir ce qu'il y a eu. Hein. Des momies qui ont été déformées, qui ont été spécialement aménagées pour faire croire ça, et il y a toujours des histoires de fric, beaucoup de sous. Aujourd'hui, on est à 100 000 $, le moindre objet qui vient de là-bas, hein, sur Internet. Ils sont capables de beaucoup de choses, et c'est encore plus dangereux que ça a été récupéré par des cartels aussi. Donc, faites très attention avec cette histoire, oui, c'est un ce qui n'empêche pas l'ouverture d'esprit dont doit témoigner tout ufologue. Voilà. Voilà, on continue en tout cas à enquêter sur cette histoire des momies de Nazca parce que c'est assez fascinant. Hein. Mais on n'en est pas on n'a pas encore eu le dernier mot. En effet, si ça fait déjà 50 ans que ça dure, voilà, mais on avance, on progresse, on a des nouveaux éléments, voilà ce qu'il faut voir. Voilà, c'est ce qu'il faut voir, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Ahmed d'avoir récolté les questions et d'avoir fait porte-parole de la communauté. Merci à tous. Dernière, mais bon. Encore une? Allez, on y va, encore une. Alors, question de Louis de Châtenay, que je salue très fort. Bonjour Louis et Marie-France. Et Marie-France et Siane. Et la question, c'est que pensez-vous de l'événement, la Hacienda Aurora en Uruguay, avec cette ferme, avec ses phénomènes paranormaux, les grands blonds, les gris, etc. Oui, eh bien, on est dans un cas qui ressemble étrangement au cas de l'Utah, au ranch de l'Utah, si vous regardez bien. J'ajoute que les histoires d'ufologie, voire de phénomènes paranormaux autour d'un ranch sont assez fréquentes en Amérique latine. Pensez à Trancas, par exemple. Trancas a beaucoup défrayé la chronique dans les années 70. On pensait que c'était un des cas les plus solides qui existent, hein, Trancas. Il semble qu'il ait été démonté après une enquête très approfondie d'un journaliste argentin. Et ces cas m'intéressent parce que je veux voir ce qu'ont vécu et ce qu'ont dit les témoins et les événements qui se seraient réellement passés d'après le journaliste.
qui en gros, c'était une manœuvre militaire avec un train. Hein. Bon, même les fameuses billes qui étaient sur la voie ferrée ont été expliquées. Elles venaient d'un appareil photo de l'époque. Hein. Donc, mon commentaire, c'est le même que pour le cas précédent. C'est-à-dire, s'il y a réellement quelque chose qui est redondant, qui peut être vérifié, ça peut être très intéressant. D'autant plus que ce phénomène, on le sait, fait preuve de ce que j'appelle la territorialité. C'est-à-dire que souvent il se manifeste, alors pas au hasard, mais des fois il se manifeste de préférence, on va dire, dans certains endroits. Et ces endroits, très curieusement, sont toujours affublés depuis des siècles et des siècles de toponymes. Je regardais ça, j'en parlais encore l'autre jour, au sujet des boules de l'Aveyron. Ça s'est déroulé dans un coin où le hameau, pour y accéder, ça s'appelle quand même la Boule Blanche. Ah oui, en plus et oui, quand même, les lieux, et ça on peut constater dans les crop circles aussi, les lieux où c'est des anagrammes ou alors il y a un clin d'œil qui se passe à chaque fois. Enfin, pas toujours, mais souvent. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le fameux col de Vence dont on parle beaucoup était jadis appelé le plateau du diable. Ah, souvent. Alors les gorges du diable, les rocs d'enfer, les choses comme ça, c'est souvent des lieux d'observation. Oui. Les noms des lieux. Il y a la même chose au fameux cas d'Aravilliers, par exemple. Oui. Qu'on n'a pas relevé sur le coup. Et alors, le nom, c'était quoi? Je crois que c'est le trou brûlant en face d'un chemin qui s'appelle chemin de Jésus-Christ. Oui, d'accord. Donc, les lieux parlent. C'est vrai qu'il faut observer tout ça. Souvent, c'est dans le détail. Oui. C'est dans le détail qu'on trouve des choses. Oui, des petits détails. Bon, ça peut être le hasard, mais le hasard a souvent bon dos aussi. C'est clair. On ne sait plus à quoi s'attendre. Isabelle, attends. Oui. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière? De toute façon, on a tout le temps. Je sais pas, c'est par rapport à Eric. Hein. Moi, je me base. Non, c'est bon. C'est bon, il a dit c'est OK. Question de Causal. Bonjour, j'ai une question en cas de vague style 54 aujourd'hui. En France ou aux USA, est-ce que la divulgation serait-elle obligatoire? La nouvelle vague. Oui, une nouvelle vague, oui, pas du cinéma, mais Bon, alors je ne pense pas qu'une vague pareille pourrait arriver aujourd'hui, parce qu'effectivement, la question est fondée. Je pense qu'il y aurait quand même beaucoup d'impact. Notamment, je pense que l'élusivité serait difficile à maintenir pour ce phénomène, ou tout au moins il la maintiendrait, mais les mécanismes deviendraient plus évidents. Voilà. Parce que Aimé Michel, en 1975, fonde son observation. Vraiment, il faut essayer de lire cet article, parce qu'il donne une interprétation statistique des cas de rencontres rapprochés, tous mélangés, hein, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y en a eu, mais des milliers. Et il avait additionné le nombre d'heures que les témoins s'étaient trouvés. Il avait carrément réussi à faire une comptabilité approximative du nombre d'heures mises bout à bout. Ça faisait quelque chose comme 18 jours, je crois. Et il avait croisé ça avec les éléments de l'époque, c'est-à-dire le nombre d'appareils photo en circulation, 24-36 réflexes à l'époque, hein, argentique, et les caméras 8 et Super 8. Les probabilités données, le résultat suivant. On devrait avoir des photos et des films de près, de loin, sous tous les angles, on ne devrait plus rien ignorer dans les simples probabilités. Et que dire, aujourd'hui, on a tous le portable dans la poche. Si un truc pareil arrivait, et qu'on n'ait toujours rien, alors là, on explose toutes les probabilités. Et donc, ou il n'y a vraiment rien, ou alors on est face à quelque chose de lourd, et on retombe sur l'hyperphysique qui se produit dans des circonstances bien déterminées. Et je pense que ça ferait réfléchir, mais alors là, vraiment beaucoup de monde. Parce que je lisais l'autre jour un article où certains physiciens commençaient à dire qu'il faudrait peut-être bien regarder d'un peu plus près cette histoire de phénomène ovni par rapport à l'exobiologie, où ils disent, bon, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de brouillage humain, pas de couffin, mais il y a quand même certaines choses qui sont dérangeantes, qui sont impressionnantes.
Donc, vous voyez, les choses sont quand même un petit peu en train de bouger, pas par les États, hein, mais plutôt par la réflexion de certaines personnes dans le milieu scientifique. Avant, c'était une ou deux personnes comme ça qui se faisaient taper dessus. Là, il y a un mouvement qui paraît plus de fond. Alors, si un truc pareil arrivait, moi, il ne pourrait pas ne pas faire une entorse grave à l'élusivité. Or, comme c'est la caractéristique principale de ce phénomène, j'ai un petit peu un problème avec ça. Je pense que la vague de 54 a été unique par sa puissance. Elle a d'ailleurs débordé largement sur les pays voisins. Il y a 20 cas en Italie aussi, hein, il y en a un peu partout. Mais c'était possible en 54. J'imagine mal que ce soit possible maintenant, d'autant que si on regarde ce qui se passe, en fait, le phénomène des RR3 constelle l'arrière-plan de la scène par des cas qui nous reviennent bien après coup. Mais il n'y a pas vraiment de vague. Regardez par exemple l'épisode de Colares. Il y a peut-être un cas, et on n'est pas sûr. Et ça a duré 1 an, et ça a impliqué des milliers de personnes. Un cas, dont on n'est même pas sûr. Donc, il y a un rapport là qui... bon, quand je dis que l'élusivité est au cœur de tout ça, c'est ça que je veux dire aussi. Oui, bah maintenant, impossible d'être discret parce qu'avec tous les téléphones, les gens sont capables de prendre en photo. Quoique, souvent, les gens n'ont pas le temps. Hein. Beaucoup de gens disent ah ben, on a vu quelque chose, mais on n'a pas eu le temps de sortir l'appareil photo. Puis quand on l'a sorti, ça ne marchait plus. Oui, c'est ça. Et on est tellement fascinés. Mais ça n'a qu'un temps, ça. Ça n'a qu'un temps. Si vous avez 1000 témoins qui ont essayé de faire une photo et que ça ne marchait pas, il y a un problème. C'est louche. Voilà. Et le problème se retourne, justement. Donc... Voilà, bon, on n'a qu'à attendre. Hein. De toute façon, l'idée, c'est quand même de sensibiliser les personnes qui nous écoutent. Enfin, la plupart de ceux qui sont là en ligne aujourd'hui sont des habitués. Mais après, la vidéo sera certainement en circulation. Et oui, sensibiliser les gens à regarder, à ouvrir l'œil et à signaler, surtout à en parler. Pas le garder pour soi, parce que c'est important de faire de recouper les informations. Alors là, il faut faire attention aussi hein, sur ce plan-là. Une lumière comme ça dans le ciel, c'est pas nécessairement un ovni. Hein. J'ai coutume de dire, bien que ce soit très général, mais si vous voyez réellement un de ces phénomènes, ne vous faites pas de soucis, vous n'aurez aucun doute, parce que ce que vous allez voir, rien depuis votre enfance ne vous a préparé à le voir. Alors ça, c'est important. Là, vous serez sûr. Ça, faut le signaler. C'est tant qu'on a des doutes, on est bon. C'est encore comme ci comme ça. Mais le jour où ça arrive vraiment, il n'y a plus de place. Il y a plus de place au doute. C'est vraiment quelque chose de tellement énorme. C'est ça. Que là, oui, il faut réagir là. Ouais. Là aussi, et tout le monde devrait avoir en tête les statistiques de Claude Poher sur 1000 cas. Donc, hein, 84% de cas rejetés pour type de confusion. 16% donc qui restent en balance, et si on veut vraiment être sévère, 4% ne sont réductibles à aucune cause connue. Voilà. 4%. Oui, on fait le tri. Alors là, il y a vraiment un tamis, et c'est vraiment les petites pépites qui restent à l'intérieur. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'il faut étudier. La lumière dans le ciel n'est pas nécessairement un ovni. Non, voilà. Bon, là, je vous invite. Voilà, j'invite les personnes qui nous entendent à consulter la chaîne ODH TV de Gilles Thomas, que je salue au passage, parce que là, il explique vraiment bien les méprises. Il explique vraiment tout ce qui se passe. Donc, quand on a un petit peu parcouru les vidéos de Gilles Thomas, ça aide énormément. Voilà, bon, en tout cas, merci. Ahmed, est-ce que tu as encore des questions? Oui, John attend qui pose la question. Que pense Eric des lumières d'Esdalen? Ah, Esdalen. Après, peut-être qu'on va arrêter, mais là, c'est vrai que ça vaut le coup de se pencher sur la question. Oui, ben, le problème d'Esdalen, alors on pourrait dire que c'est une forme de territorialité a priori, puisque ça se déroule dans cette vallée depuis très très longtemps. Les scientifiques ont fini par s'intéresser un peu à ça. Je crois que le CNES a également collaboré à ça, mais c'est surtout les Italiens qui ont mis en place des protocoles, des caméras. Évidemment, les phénomènes ont un peu baissé presque systématiquement depuis, mais ça, on l'observe très souvent. À l'heure actuelle, il n'y a pas de décision définitive sur ces choses-là. Certains pensent qu'il y a réellement des phénomènes inexpliqués qui sont essentiellement des boules lumineuses, ce qui est encore toute une partie de l'ufologie dont on pourrait parler pendant 2 heures, je m'y suis intéressé aussi. Et d'autres pensent que c'est effectivement des phénomènes lumineux, mais peu connus, mais qui sont liés à l'activité géologique et aux failles sismiques. En gros, voilà les 2 écoles
telles qu'elles sont C'est souvent actuellement. lié. Hein. Et on n'a pas tranché nettement, comme il fallait s'y attendre d'ailleurs, pour dire oui, on a un phénomène inconnu, non, c'est un phénomène naturel. Le monde, j'ai coutume de dire, se sépare toujours entre rationalité et rationalisant. Donc, vous avez les rationalisants, ben, c'est un phénomène naturel, et vous avez ceux qui sont un peu plus rationnels, qui laissent la porte ouverte, et disent, non, quand même, c'est bizarre. Voilà, et c'est souvent comme ça. Voilà, ben là, je renvoie aussi aux vidéos de Gilles Thomas qui en parle longuement. Dernière question. Encore une? Bon, après on arrête parce que sinon on y passe la nuit. Bon, on aimerait bien, Marc. On va fournir le café parce que là, c'est vrai que. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Merci pour toutes ces questions. Elles sont très, très, très intéressantes. Eric, depuis 2012, il y a eu des apparitions en Colombie et il y a récemment en février des apparitions dans un village qui s'appelle El Sarsal. D'humanoïdes de 2,20 m à 2,90 m, bleus apparemment, qui sont capables de faire, selon les témoins, des bonds de 3 mètres en arrière, en avant, etc. Et qui annoncent quand même l'extinction de l'espèce humaine et qui sont venus exprès pour récolter quelques graines. Tu vois tout un programme. Colombie. Que penses-tu de tout ça en Colombie, oui. Oui. Alors, il faut savoir que l'Amérique latine est depuis très longtemps une zone où tout est possible et où beaucoup de choses se déroulent, le pire comme le meilleur. Le phénomène, statistiquement, a baissé d'intensité en Europe et notamment en France, ça on le sait, hein, progressivement à partir des années 80. Et l'Amérique latine, en quelque sorte, pas a pris le relais parce que c'était déjà le cas avant, mais a conservé un haut niveau de manifestation, apparemment. Alors certains ne sont pas d'accord, bon. Mais là aussi, le milieu ufologique se sépare aussi entre ufologues et sceptiques, hein, faut le savoir. Alors je ne connais pas ce cas-là, mais je connais des cas en Argentine où il y a des choses très très proches, hein, avec des êtres un peu translucides, un peu bleus, effectivement, observés. Ils ont été observés une quarantaine de fois dans une province sur quelques années. Bon, le fait qu'ils avertissent d'une catastrophe possible, ça s'inscrit dans ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une grande constante. Hein. Dès les années 50, il y avait des avertissements sur la menace atomique dans le cadre de la guerre froide. Hein. La cueillette, ou la collecte, plus exactement. La cueillette, c'est les plantes, les fleurs, les légumes, etc. La cueillette, c'est un petit peu plus compliqué. Ça s'étend aux roches, par exemple. C'est une activité. Hein. Donc, je préfère peut-être employer le mot de collecte. Elle est très très ancienne. Dans les références que j'ai, elle apparaît en 48 en Allemagne. Il y a un premier cas où on voit de la collecte. C'est pas les premiers cas, mais c'est très très proche. 48, on est très très proche on vient de dépasser l'ère post-arnoldienne, hein, si vous voulez. Donc ces histoires sont en fait très 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 anciennes. On nous met en garde, oui, c'est vrai, mais à la limite, on n'a presque pas besoin qu'on nous mette en garde. Il suffit d'avoir une vision un peu lucide sur ce qui se passe pour savoir qu'on ne va pas vers le mieux, hein, dans l'état où on met la planète, et le phénomène s'amplifie, évidemment. Hein, la dévastation environnementale s'amplifie avec la disparition des espèces et tout le reste. Donc, mais c'est intéressant. J'ai entendu parler de cas où on voyait des ovnis tous les soirs, par exemple, sur un village sur la côte pacifique. Donc, c'est au Chili. Les gens disaient, bah, si vous voulez voir des ovnis, vous allez là le soir et vous avez de fortes chances d'en voir un. Oui, il y avait une circulation particulièrement importante. Oui, oui. Donc ces cas, effectivement, hein, il faut voir les enquêtes aussi. Est-ce que les ufologues du pays concernés ont pu mener des enquêtes en cherchant sur le net? C'est l'avantage du net, c'est qu'on peut avoir accès à ces enquêtes qui sont mises en ligne. Il faut regarder ça d'un peu près quand même. Mais si c'est récurrent, évidemment, ça devient très intéressant. Voilà. Voilà, c'est vrai que les prélèvements de plantes, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Oui, c'est on a d'ailleurs, ça a renforcé l'idée dès les années 60, hein, que c'était des espèces d'agronomes extraterrestres qui venaient pour prendre des échantillons, un peu comme on le ferait nous sur la Lune, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Voilà. Pour voir ce qu'ils peuvent en faire chez eux. Voilà, oui. On a pensé ça dès cette époque. En vérité, j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué que ça. Oui. Ok, ben merci beaucoup. Merci Ahmed. Hein, c'est vraiment bien que tu aies pris les questions.
Merci à Marc. Merci à Marc d'avoir aussi suivi les commentaires. Merci aux auditeurs aussi. Et merci à tout le monde d'avoir participé. C'était vraiment très très intéressant cette discussion. Et ben, on va essayer d'en faire de temps en temps. Bon, je rappelle que tous les membres de l'association Les Repas Ufologiques sont des bénévoles. Ahmed et Marc qui m'ont aidé cet après-midi, c'est pareil. Mais comme on est tous coincés chez nous, à la limite, je dirais qu'au moins on occupe notre temps de façon utile et agréable. Voilà. En tout cas, merci Eric, merci beaucoup, beaucoup. Et merci à toi pour cette invitation. Pour cette discussion. Donc voilà, je vous recommande son livre Les apparitions d'humanoïdes. On le reconnaît bien avec les plans de lavande derrière. C'était une très bonne idée de mettre Valençol parce que c'est vrai que c'est un livre avec une très belle couverture, colorée et en plus qui rappelle une affaire très connue. Et voilà, donc on ne peut pas le rater dans les librairies. Pour l'instant, il est facile à commander chez JMG. J'ai mis le lien en description si vous ne le trouvez pas sur Amazon, parce que je crois qu'il n'est pas encore tout à fait disponible sur Amazon. Allez sur le lien que je vous ai mis en description et vous le trouverez. C'est un super bouquin, il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Tu es gentil, tu es gentil. Non, c'est sincère. Merci à tous, merci tout le monde, merci à tous les commentaires. Oui, dis-moi. Pardon, il y a Marc qui est en train de râler parce qu'il a posé une question et je l'ai raté. Marc? Oh! Oui. Alors ça serait pas sympa de rater Marc avec tout le travail qu'il fait. En plus, alors je fais une petite aparté. Marc est toujours dans l'ombre. Il a vraiment un poste ingrat parce qu'à chaque fois c'est lui qui fait tout le boulot et il profite jamais des conférences. Donc Marc Monrat qui est le responsable du restaurant American Diner. Voilà. Alors voilà sa question. On va prendre sa question. D'accord. Merci. Eric a-t-il déjà entendu parler de l'harmonique 33, le fameux quadrillage qui avait été fait dans les années 60, je crois, qui déterminait que les ovnis se retrouvaient souvent sur ces mêmes lignes? Voilà. Oui, alors j'en ai entendu parler. En fait, c'est une prolongation de la théorie émise par Aimé Michel sur la ligne Bavic, Bayonne-Vichy, qui remonte à 1954. Et effectivement, dans les années 60-70, il y a eu plusieurs tentatives de ce genre-là, notamment par un ufologue qui s'appelait Garot, qui a écrit plusieurs fois. Il a écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, où il avait divisé la France en quadrillage. C'était le sport un peu national à l'époque. Hein. On cherchait qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans l'environnement que l'on pouvait mettre en corrélation avec ces observations, et d'autres qui étaient un petit peu plus techniques, faisaient des quadrillages sous-tendus par telle ou telle théorie. Et j'ai connu des gens qui avaient chez eux des cartes gigantesques de la France et qui pointaient des espèces d'aiguilles, d'épingles en couleur, et qui avaient tracé comme ça. Il y a eu Jean-Charles Fumoux aussi, que j'ai bien connu, qui était un ancien de l'aéronautique, mais qui était radariste. D'ailleurs, il avait repéré au Montagel le fameux ovni de Turin, au début des années 70. C'est ce qui avait motivé Jean-Claude Bourret de rentrer dans cette recherche. Oui. C'est ça. Et donc, Jean-Charles Fumoux avait mis en place un quadrillage similaire à ceux que fait l'armée de l'air pour les Mirages français, pour les avions de chasse. Et il avait pointé dessus des aiguilles de couleur, si c'était une RR1, une RR2, une RR3 en France, comme ça. On a beaucoup fait des choses comme ça, c'est typique des années 70, ça a été abandonné après, tout simplement parce que le hasard s'en est mêlé, là aussi, et que tout ça, j'avais fait des simulations moi aussi, mais j'avais trouvé que le hasard avait vraiment un grand rôle là-dedans, il n'y avait rien de vraiment très objectif, ça a été abandonné pour ces raisons-là. On pourrait faire... comment dire, un exposé amusant sur toute cette époque par rapport à ça. Il y en a même un qui avait trouvé que sur la ligne Bavic, il y avait des naissances de personnalités très importantes. C'est assez surréaliste hein, ce qui a été fait par moment. Donc je pense que ça s'intègre dans cette catégorie. Mais même Charles Garot a reconnu après que bon, c'était effectivement très très aléatoire. Et que ça n'avait pas de valeur scientifique. Mais c'est toujours ce problème qui est de donner un sens aux choses. Si vous parvenez à trouver que les ovnis se déplacent par rapport à des lignes ou par rapport à des artefacts ou des choses locales, géographiques ou géologiques, évidemment, c'est une preuve
d'objectivation, je dirais. Et ça, c'était très très recherché à l'époque. Donc ça explique un peu tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on sait très bien que l'OVNI ne se manifeste pas par rapport à des choses comme ça. Je le répète, hein, il se manifeste bien à un contexte, mais c'est un contexte qui l'éclaire en fonction de sa situation à un moment donné. C'est-à-dire c'est un espace spatio-temporel avec des témoins, un ou des témoins à l'intérieur. C'est ça qui est éclairé, c'est ça qui est sélectionné, parce qu'il sait que là, il va pouvoir se manifester en protégeant l'élusivité. Voilà. Et on a même à peu près le fonctionnement. Hein. Philippe Guimand donne le fonctionnement qui s'explique par ce que l'on sait aujourd'hui au niveau quantique. Mais évidemment, c'est un peu au-delà de nos limites actuelles. Voilà, bah oui, c'est bien. Enfin, on est bien allé au fond des choses. Là, je crois que cet après-midi, on était vraiment très, très, très pointu sur le sujet. Merci beaucoup. Ça semble. Ouais, oui, on en a la tête qui tourne. Je vais te dire une chose, on n'a fait qu'aborder l'écume des choses. Oui, mais déjà pour nous, parce que voilà, on se place sur différents niveaux. Voilà, il y a les spécialistes, il y a les apprenants, et voilà. Enfin, moi, je trouve que c'était déjà vraiment bien. On a bien abordé le sujet, bien sûr. Bon, après, on peut toujours être plus technique, on peut toujours faire des réunions un peu plus pointues. Mais voilà, pour nous, c'était déjà super. Je pense que si ça vous a intéressé, c'est l'essentiel. Merci en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Puis merci à Ahmed et à Marc. Au repas ufologique dans leur généralité, parce que tout le monde s'encourage et c'est ça, c'est l'union fait la force hein, pour nous. Oui, mais c'est très sympa les repas ufologiques d'Annecy. Continue parce qu'on te doit beaucoup. Merci, merci. Ils te doivent tous beaucoup là. C'est que bon voilà, vous me voyez moi, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille et surtout Marc qui fait beaucoup de choses. OVNI Grenoble qui nous épaule vraiment de plus en plus. Merci infiniment. Et on va se retrouver pour d'autres sujets, d'autres conférences en ligne, parce que voilà, pour l'instant, on va faire comme ça, on existe encore, on est confiné, mais pas tout seul, comme disent Nurea TV. C'est bien quand on est en groupe. Ça passe mieux. C'est bien, ça passe mieux. Pas comme des sardines. Là, oui. On n'est pas serré comme des sardines. Oh, bah ça, non. Donc, on vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end, si tant est qu'on puisse profiter un peu du soleil. Et à une toute prochaine fois, je pense que Eric va revenir de temps en temps, j'espère. En tout cas, quand on sera de nouveau à l'American Diner, on compte sur toi, Eric, pour revenir nous voir. Oui, mais en principe, je vais une fois par an à Annecy. On verra cette année comment tout ça va évoluer parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas. On prend plus de rendez-vous, on arrête. Et quelques heures après, je suis à Annecy, donc il n'y a pas de souci. C'est bien. Oui, on n'est pas très très loin. Alors, bon, bah, profite bien du soleil de la Côte d'Azur. Oui, vous aussi. Je crois que vous en avez en ce moment. Nous, on a aussi le soleil, on est bien. Oui. Ça j'imagine. En Haute-Savoie, on est bien. Oui, voilà. Région merveilleuse, en Haute-Savoie. On fait ce qu'on peut. Merci à tous. On fait une bise à tous. Donc, et à bientôt. Au revoir. Ciao Isabelle. Merci Ciao. Eric, merci infiniment. Allez, au revoir, bonne soirée, au revoir.